je vais vous parler des deux sièges de Périac en Minervois, dans l'Aude. Un petit peu d'histoire de France avant. Charles IV, dernier roi capétien, mort sans héritier mâle. Il a une fille qui, par un article détourné de la loi salique, ne peut pas accéder au trône. Donc nous avons trois prétendants. Le premier, Édouard III, de sang capétien par sa mère Isabelle de France. Le deuxième, Philippe de Valois, capétien indirect, car son grand-père est Philippe III, le hardi roi de France. Charles II de Navarre, son grand-père est Louis X le Hutin. Philippe de Valois est choisi par le Conseil des pairs de France. Édouard III et sa mère en rage. La guerre est déclarée contre la France. Édouard III, pour arriver à ses fins, utilisera la force. Maître des mers après la bataille navale de l'Écluse, il est maître des terres en France, et en particulier dans le Nord, après la bataille de Crécy. Il n'arrivera jamais, pourtant, à entrer dans Paris et renverser le roi de France. Ne pouvant pas donc entrer par le nord de la France pour prendre le trône de France, Édouard III envoie son fils, le prince noir, dans le sud déstabiliser le roi de France Jean de Lebon. Il débarque à Bordeaux avec 10 000 hommes et se met aussitôt en route vers l'est en direction de la Méditerranée. Accompagné de ses lieutenants, des anciens de Crécy, les comtes de Warwick, Suffolk, James Audley et surtout John Chandos, son mentor, il ravage, pille, tue et incendie tout sur leur passage, sur une largeur de 50 km et sur 200 km de long après les limites de l'Aquitaine. Après lui, c'est la désolation, comme la désolation de Smaug dans Le Seigneur des Anneaux. Le 3 novembre 1355, il arrive au port de Carcassonne et incendie la ville basse. Après l'échec contre la citadelle défendue par les troupes du sénéchal Thibaut de Barbazan, l'armée reprend la route vers l'est. Elle brûle Trèbes, puis Chéric, et arrive à Narbonne le 8 novembre 1355. Les faubourgs sont incendiés, mais la cité et le bourg résistent. Le 10 novembre, au courant qu'une armée française est levée de Montpellier, avec à leur tête Jean Ier d'Armagnac et le comte de Bourbon, il fait demi-tour et rentre en direction de Bordeaux. En chemin, il brûle Pépieux et Asile. Dans le Haut-Minervois, il en fait autant contre les villages de Siran, La Vinière, La Rodorte, le domaine de Ventajou et les alentours de Périac. Les Anglais sont partis, sont rentrés à Bordeaux, mais un autre ennemi arrive, surtout après le traité de Bretigny de 1360. Tous ces mercenaires à la solde des Français et des Anglais à la bataille de Poitiers sont jetés sur les routes de France. Certains resteront dans le nord, mais beaucoup descendent dans le sud. Ils pillent les villages, les plateformes et les occupent. À partir de là, ils rançonnent la région. En 1361, Berthucas d'Albret, allié d'un grand chef routier Seguin de Battefol, envahit le Roussillon et le Toulousain. Ce dernier pille Montelieu, à 30 km de Payrac. Et ses environs. Berthucas d'Albret, fils illégitime de Hésicate, sire d'Albret, s'installe dans la région qu'il pille et qu'il rançonne. Le sénéchal de Toulouse, Arnaud d'Espagne, tente de rétablir l'ordre en déployant des troupes en juin 1363. Et aussi, il fait tout pour avoir des réunions de concertation avec les routiers pour limiter tous ces morts et ces pillages.
Dans ces pénibles et douloureuses conditions, le 11 novembre 1363, Périac tombe dans les mains de Bertuccat d'Albret, sûrement par ruse ou par traîtrise. C'est alors que maintenant on peut parler de deux sièges. Le premier siège de Périac, le 16 et le 28 novembre 1363. Les Français ne peuvent pas laisser cette région aux mains des brigands. Le maréchal Arnould d'Audrehem, compagnon d'armes de Du Guesclin et commandant des troupes du roi en Languedoc, met le siège devant le village le 16 novembre. 5 jours lui ont suffi pour lever une armée. Il est aidé par la noblesse de la sénéchaussée de Beaucaire, du vicomte de Narbonne et d'autres milices de la région. 12 jours de siège ne suffisent pas pour venir à bout des mercenaires enfermés dans le village. Le 28 novembre, il lève le siège et repart vers Carcassonne. En effet, l'hiver 1363-1364 est très rude. Il a neigé 4 fois autour de Montpellier. Les gelées détruisent les vignes, les oliviers, les figuiers et les jardins. Même, dit l'histoire, les vases en étain contenant de l'eau se fendent. Néanmoins, il laissera une surveillance sur place afin de contrôler les allées et venues de Bertuccat d'Albret. Ce premier siège est un échec malgré la réaction immédiate du maréchal. On laisse passer l'hiver, le printemps et on attaque à partir du mois de mai. Deuxième siège de Périac, le 19 mai au 19 juin. Les routiers, pendant toute cette période de l'hiver et du printemps, ne sont pas inquiétés. Pressé par le roi Charles V, le maréchal et lieutenant du roi reprend le combat contre les routiers. Le 1er mai 1364, il retourne à Rieux, à quelques lieues de Périac. Il lève une autre armée avec l'aide des sénéchaussées de Toulouse, de Carcassonne et de Beaucaire. Manquant de fonds pour l'entretien de cette armée, il se rend à Montpellier pour récupérer les finances. Il ne retournera à Rieux que le 2 juin 1364. Puis, il met le siège devant Périac. Pendant 5 semaines, il piétine devant la ville fortifiée sans résultat. Un événement vient inverser l'issue du siège. En effet, le capitaine Jean Colombier, avec son contingent d'hommes d'armes, vient à la rescousse. Tout d'abord, il brûle la porte des mercenaires qui s'enflamment aussitôt. Durant la nuit, les mercenaires prennent peur en raison de l'arrivée de l'artillerie, mécanique ou à poudre, car on ne sait pas, car l'artillerie à poudre n'arrivera qu'à partir de 1370, avec ce capitaine. Il pénètre dans la ville après un rude combat. Colombier plantera sa bannière plus haut que celle du maréchal, car sans lui, il serait toujours en train de piétiner devant les murs de l'enceinte. Il fallut plusieurs semaines pour le castrum de Périac tombe aux mains des Français. Sitôt la ville prise, le maréchal fait passer presque tous les mercenaires au fil de l'épée par ses hommes. Il ne restera que 7 survivants envoyés à Trèbes, à l'est de Carcassonne. Informés de ces 7 prisonniers à Trèbes, les consuls de la ville basse de Carcassonne et de 400 habitants arrivent dans le village, brûlent la porte et veulent lyncher les prisonniers qui leur ont mené la vie dure par le passé. En urgence, le maréchal les fait transférer à la citadelle de Carcassonne. Mais rien n'y fait. Maintenant, il y a 2000 habitants de la ville basse. Tente de les faire sortir pour les châtier. Cette deuxième tentative échoue, évidemment, à cause des fortes fortifications du château, malgré l'insistance d'un inquisiteur qui les a qualifiés d'hérétiques. En concertation avec Louis Ier d'Anjou, le lieutenant du roi de France en Languedoc, et Charles V, ils auraient pu être punis, mais ils ne le firent pas. Ils prétextèrent
qu'ils avaient assez souffert par le passé de la chevauchée du prince noir et des invasions du routier Séguin de Badefolle. Quant aux prisonniers, l'histoire ne nous parle pas de leur devenir après ces deux révoltes.